fais présentement, je suis étudiante au cycle supérieur en toxicomanie à l'Université de Sherbrooke. J'ai déjà fait un certificat aussi à l'Université de Sherbrooke en toxico. Je travaille présentement au CALAX Agression Esprit sur un projet de faire le portrait de l'exploitation sexuelle en esprit. Et auparavant, j'étais travailleuse de rue, donc je travaillais principalement avec des femmes qui avaient un lien avec l'exploitation sexuelle, soit dans leur passé ou étaient encore présentes dans le milieu. Donc, c'est une des premières fois que je donne toxicomanie. C'est large, il y a beaucoup de besoins, je crois, c'est nommé de plus en plus le besoin de savoir comment intervenir, de connaître un peu mieux ce sujet-là. Mais déjà, le sujet toxicomanie est très flou, très large et évoque beaucoup d'idées populaires. Donc, j'ai tenté aujourd'hui de donner un peu la base pour vous porter en fait à peut-être pousser vos réflexions plus loin et vous documenter un peu plus et on tentera de pouvoir co-construire ensemble nos connaissances communes sur les femmes et la toxicomanie. Est-ce que le PowerPoint va apparaître? Bon, on verra quand ça... Le PowerPoint est déjà là. Ah, moi, je vois rien. Ah, là, Non, non, faut pas. C'est pas ça, Marie-Michel. Faut pas jouer avec toi-même. Je l'ai déjà mis. je voyais rien. Donc, là, pour l'avancer, c'est moi ou c'est toi qui fais ça? Oui. Tu peux l'avancer toi-même ici en bas. Bon. Donc, souvent, on entend parler de drogue comme substance. En fait, le terme plus approprié serait substance psychoactive, parce que lorsqu'on nomme drogue ou même toxicomanie, ça peut évoquer plusieurs choses à plusieurs personnes différentes. Souvent, quand on nomme des drogues, il y a des personnes qui vont avoir l'impression que c'est des substances qui sont illégales, va enlever l'alcool de ces substances-là et pourtant, c'est la même famille. Donc, on utilise plus substances psychoactives. Ces substances-là peuvent être naturelles ou synthétiques. Je vais revenir sur le synthétique un peu plus loin. Donc, la définition, c'est toute substance, donc peu importe laquelle, qui va modifier le fonctionnement mental et peut entraîner des changements de la perception, de l'humeur, de la conscience, le comportement et diverses fonctions physiques et psychologiques. L'usage de ces substances-là expose la personne à des risques et à des dangers pour sa santé et peut entraîner aussi des conséquences sociales dans sa vie ou dans sa vie quotidienne et personnelle. En fait, pour n'avoir aucun risque, il faudrait ne pas consommer du tout. Aussitôt qu'on consomme, que ce soit de l'alcool ou autre substance psychoactive, il peut avoir des risques de santé physique où on est moins vigilant ou vigilante. La consommation de ces substances-là peut, ou parfois non, conduire à des problèmes de dépendance, et ça, peu importe la substance qu'on va consommer. Dans le fond, pour avoir aucun risque, il faudrait, comme je disais, être abstinent. Il y a les grandes catégories, ma caméra le bouger, les grandes catégories des substances psychoactives. Il y a la première catégorie des dépresseurs. Donc là, on retrouve entre autres l'alcool, qui est la substance la plus consommée en fait par la population en général et qu'on retrouve aussi la plus facilement. Donc, il y a aussi anesthésique, anxiolytique, sédatif, hypnotique. Ça, c'est tous les médicaments, entre autres les benzos, qui sont prescrits majoritairement aux femmes. Le GHB, qui est surnommé beaucoup la drogue du viol. Par contre, j'aimerais préciser qu'il est rare que le GHB va être consommé seul. Souvent consommé avec de l'alcool, c'est là qui devient extrêmement dangereux. Et selon moi, c'est l'alcool qui est la première drogue du viol, en fait. Les opiacés, donc les opiacés
L'opiacé pourrait être une catégorie à elle-même. Par contre, je l'ai mis dans les dépresseurs. Il y a des effets semblables. Et là, on retrouve en fait héroïne, codéine et tous leurs dérivés. On entend parler beaucoup du fentanyl, fait partie aussi des opiacés. Et les substances volatiles. Les stimulants. Donc, les stimulants, c'est là qu'on retrouve le speed qui fait partie des amphétamines, méthamphétamine aussi, la cocaïne. Les psychostimulants tels que le Ritalin, en fait, va faire partie de ce groupe-là. MDMA ou ecstasy, c'est la même drogue. Caféine et nicotine font partie aussi des stimulants. Et la troisième grande catégorie sont les perturbateurs. Donc, le cannabis et tous ses dérivés font partie de cette catégorie-là. Et les hallucinogènes, on peut retrouver la mescaline, le PCP, vont faire partie de cette grande catégorie. Comme je disais plus tôt, j'ai fait trois grandes catégories, mais en réalité, et plus scientifiquement parlant, ils sont divisés en plus petites catégories selon leur effet sur le système nerveux central. Comme par exemple, l'ecstasy, en fait, a des particularités hallucinogènes, mais aussi stimulantes. Donc, se retrouverait là un peu dans les deux catégories. Comme je disais, l'alcool, c'est la substance psychoactive la plus consommée et aussi, en fait, où on développe le plus de dépendance. Puis au niveau du sevrage, il n'est pas rare, en fait, si une personne consomme énormément d'alcool, il doit avoir un suivi médical pour arrêter de consommer de l'alcool sans danger pour sa vie, pour sa santé physique, alors que les autres substances psychoactives pourraient se faire sans soutien médical et il n'y aurait pas de danger pour la santé physique. Par contre, il est plus facile d'arrêter de consommer en ayant un bon suivi psychosocial et médical, mais l'alcool est quand même dangereuse au niveau de la vie des consommateurs et consommatrices. Les benzos est une drogue de choix en fait pour les femmes pour différentes raisons. Donc, les benzos sont un dépresseur. Les femmes, c'est elles qui ont le plus de prescriptions de benzo et on devient dépendant assez rapidement. Et on peut voir aussi là, les personnes âgées ont aussi une dépendance, ont aussi voyons, on leur prescrit aussi beaucoup ce type de médicaments-là. Et comme socialement, en fait, pour les femmes, il est encore très mal perçu une femme qui consomme, que ce soit de l'alcool ou des drogues, les femmes vont consommer beaucoup plus de médicaments, en fait, qui est perçu légal et qui paraît, entre guillemets, mieux. Il est encore très mal vu une femme qui boit de l'alcool ou qui est saoule et encore plus marginalisées les femmes qui consommeraient d'autres drogues dites illégales. Donc, c'est une des raisons sociales pourquoi les femmes vont se tourner plus vers les médicaments et vont consommer beaucoup de médicaments en tant que substance psychoactive pour leur faire du bien. Ah, ouais, c'est ça. Je regarde pas le clavardage. C'est ça qui se passe. Oui, je vais le regarder. Je vais tenter d'approcher le micro. Peut-être que comme ça. Ah, ok, on me dit de continuer. Euh, donc, les substances psychoactives les plus populaires, un peu comme je disais, j'étais travailleuse de rue. Donc, c'est sûr, je connais un petit peu plus les drogues de rue, en fait.
les plus accessibles financièrement, en fait, sont les amphétamines, dit le speed, en fait, qu'on peut trouver à différents prix, mais qui durent aussi assez longtemps. Donc, présentement, dans les rues, et probablement, ça se ressemble quand même d'une ville à l'autre, mais c'est ce qui est le plus répandu. Toute la catégorie des amphétamines. Et là, il y a tout un langage aussi particulier. Des fois, ça change d'une ville à l'autre, mais le speed est celui qu'on va consommer le plus. On m'a posé comme question, bon, super. On m'a posé comme question, qu'est-ce qu'on parle quand on dit dépendance? En fait, il ne faut pas oublier que, en fait, si on a un trouble d'usage de substances psychoactives, c'est considéré comme un problème de santé mentale. En fait, c'est quand on consomme, il y a effectivement, là, presque toutes les drogues vont jouer sur notre circuit de récompense, sur notre dopamine, en fait, et va un peu dérégler là, notre production de dopamine naturelle. Donc, il faut un rétablissement de la santé mentale, entre autres, pour réussir à éliminer complètement la consommation. Par contre, pour être considéré, entre guillemets, une personne dépendante, on va plus utiliser justement le terme, le trouble d'usage de substances. Avant, on appelait ça un problème de soi, de dépendance. Donc, on voyait ça plus d'une façon régulière, quotidienne. Et il y avait les personnes qui avaient un problème d'abus, où ce que ces personnes-là, on voyait ça plus comme une personne qui pouvait consommer une fois dans son mois, mais l'échapper complètement. Maintenant, on a fusionné ces deux termes-là pour nommer ça trouble d'usage de substances. Il y a différents critères pour rencontrer, dans le fond, pour avoir l'étiquette de trouble d'usage de substances qui sont définis dans le DSM-5, donc le Dictionnaire de la santé mentale, qui sont sous-divisés, donc difficulté à contrôler sa consommation. Attendez un instant. Donc, atteinte au fonctionnement social, utilisation à risque et critères pharmacologiques. Qu'est-ce que ces critères, à quoi ces critères-là évoquent plus concrètement? Dans difficulté à contrôler sa consommation, on va voir des personnes qui vont rencontrer des difficultés à utiliser une quantité, va toujours utiliser une quantité plus grande de substances et sur une plus longue période que ce qui était prévu au préalable. Il va avoir un désir persistant et des efforts de diminuer, mais qui ne réussiraient pas. Je crois qu'il apparaît dans mon écran. Ah, bon, comme ça. Encore dans cette catégorie-là, il va avoir énormément de temps passé à consommer, à trouver aussi à trouver la drogue ou à se procurer une substance et à se remettre de cette consommation-là. Donc, énormément de temps et d'énergie passé autour de la consommation et une présence de craving ou de désir compulsif là, de consommer. Dans atteinte du fonctionnement social, on va retrouver des personnes qui, la consommation va empêcher de remplir ses obligations, soit au travail, à l'école ou à la maison. On va rencontrer des gens qui vont avoir une utilisation maintenue malgré des problèmes récurrents ou persistants au niveau d'interpersonnel ou au niveau social et va aussi délaisser ses activités sociales, professionnelles ou loisirs abandonnés. Quand on parle de critères pharmacologiques, en fait, là, on va voir plus des critères au niveau de la tolérance. Donc, quand on parle de tolérance, c'est une personne qui
à l'habitude boit, je ne sais pas moi, 5 bières, ça lui donne un effet, l'effet qu'il désire, mais devra augmenter à 8, 10, 12 bières pour réussir à avoir l'effet qu'il désire. Donc, dans ce temps-là, on appelle que la personne a une tolérance à la substance consommée. Et au niveau des symptômes de sevrage, donc si la personne rencontre des symptômes, des tremblements, des sueurs froides, si elle ne consomme pas, elle aura des sevrages. Donc, naturellement, plus on rencontre de critères et plus le trouble d'usage de substances est fort. En fait, on peut voir léger, modéré ou très élevé. Par contre, ce n'est pas toutes les personnes et non plus toutes les femmes qu'on va rencontrer qui vont avoir un trouble de l'usage des substances. Il y en a beaucoup qui vont se catégoriser dans une consommation à risque, comme dans la population générale. Donc, avant d'arriver à un trouble, comme je disais, la couleur verte, en fait, consommation à faible risque, c'est une consommation qui a très peu de risques sur notre vie et qui a peu d'impact négatif sur toutes les sphères de notre vie. On voit les publicités là, sur l'alcool, où ce qui nomme là, le nombre de consommations pour une femme versus pour un homme là, euh, pour nous sensibiliser à une consommation plus responsable. Donc ça, c'est la catégorie vert. Et une consommation à risque serait plus élevée. Et lorsqu'on consomme des substances psychoactives autres que l'alcool, il peut avoir plus de risques. Donc, on est dans la catégorie jaune. Plusieurs personnes vont se retrouver dans cette catégorie-là et ne développeront jamais de troubles d'usage de la substance et ne leur arrivera peut-être pas non plus de graves conséquences négatives. Par contre, certaines personnes vont par contre développer là, ce trouble d'usage-là et il y a différents facteurs de risque qui peuvent nous amener plus facilement à développer ce trouble d'usage aux substances. Les causes, et là, elles sont multiples et diversifiées. Ils sont aussi différents d'une personne à une autre. Ils sont différents des hommes et des femmes. Au niveau de la santé mentale, une des différences entre les hommes et les femmes, c'est que parfois, on va constater que la consommation des hommes vont les amener à avoir des symptômes comme par exemple de dépression. Ça sera la consommation qui va induire un peu des symptômes de problèmes de santé mentale. Chez les femmes, il y a certaines recherches qui démontrent que les femmes vont développer un trouble de consommation après avoir vécu certains symptômes de dépression, de troubles de panique ou d'état de stress post-traumatique. Donc, les femmes vivraient des symptômes de santé mentale négatifs et se mettraient ensuite à consommer. On trouve les femmes, en fait, aussi, au niveau de la santé mentale, on va remarquer que c'est plus au niveau des troubles anxieux, des troubles de l'humeur et des troubles de comportement alimentaire, ainsi que les troubles de personnalité limite qui vont avoir une tendance à avoir un facteur de risque plus important à développer un problème de consommation. Versus les hommes qui, on va remarquer que c'est plus au niveau de la personnalité antisociale qu'on va retrouver des hommes qui ont plus de problèmes de consommation. On peut aussi remarquer que les femmes, en fait, ont plus d'idées suicidaires et ont plus souvent aussi des tentatives de suicide. Donc, la santé mentale est importante aussi à considérer comme une des causes de la consommation. On ne peut pas non plus faire abstraction des violences vécues. Donc, les agressions à caractère sexuel et physique dans l'enfance sont aussi un facteur de risque de consommation. Et plus on vit de la violence, tout type de violence confondue, de façon régulière et persistante,
plus notre santé mentale va être affectée. Donc ça, je pense que vous êtes sensibilisés à cette réalité-là. Donc c'est un cercle un peu vicieux et des facteurs de risque qui s'accumulent. Donc, on sait que les femmes vont vivre plus de violences, vont aussi avoir le continuum des violences vécues par les femmes. Donc, peut vivre la violence en enfance, à l'âge adulte, en vieillissant. Ça peut être de la violence dans la sphère privée ou publique. Et notre santé mentale en est affectée. Et pour ça, on peut se mettre à consommer dû à ces violences vécues. Source de bien-être et de plaisir, il ne faut pas oublier, comme je disais précédemment, que consommer, en fait, est quand même une source de plaisir et de bien-être pour plusieurs personnes et peut, en fait, nous produit de la dopamine. Et quand on vit dans des conditions de vie peu, de pauvreté et de violence, parfois la consommation peut être aussi notre seule source de bien-être, même si elle nous apporte nombreuses conséquences et qu'on peut en être conscient. Reste que parfois, même sur les douleurs physiques vécues par les femmes qui ont des douleurs chroniques, consommer sera peut-être la seule voie où ce qu'elles se sentiront mieux ou en tout cas se sentiront un peu libérées de certaines douleurs qu'elles vivent, psychologiques ou physiques. Et quand on leur consommer est un mécanisme de défense aussi. Donc, lorsqu'on leur enlève la consommation ou lorsqu'elles arrêtent de consommer, c'est important que les personnes qui consommaient développent d'autres mécanismes de défense et d'autres sources de bien-être et de plaisir. Ensuite de ça, au niveau de la position, on va y revenir un peu plus tard, mais plusieurs femmes, en fait, m'ont témoigné ne pas être capables de vivre, en fait, dans ce milieu-là et de ne pas consommer, que ce soit avant de danser nu, avant d'avoir un client, il fallait avoir une substance X pour soit déjeuner ou soit être capable de se couper un peu du ressenti qu'elles vivent à ce moment-là. Et certaines me nomment parfois le faire à jeun, mais aller consommer à la suite d'une situation, d'un client, pour mieux digérer, entre guillemets, l'épisode de violence qu'elle vient de vivre. La pauvreté restera aussi un facteur socio-économique important parce que les femmes sont plus pauvres, ont plus de difficultés à l'emploi aussi. Elles seront portées, en fait, c'est un des facteurs qui, entre autres, amène les femmes à être dans l'exploitation sexuelle et parfois d'y rester pendant plusieurs années. Donc, en étant dans ce milieu-là par la pauvreté, ça nous amène à parfois consommer ou à aussi participer à à certains trafics ou ventes de drogue. Donc, en étant en proximité du milieu, il y a beaucoup plus de risques, en fait, de se mettre à consommer. Plus on est proche de la consommation, plus on a de chances de commencer ou d'essayer certaines substances. Il ne faut pas oublier que certaines femmes sont en situation de survie. En fait, en situation de survie dans le milieu de l'itinérance, en fait, et au niveau de l'exploitation sexuelle aussi. Donc, j'ai rencontré certaines femmes qui étaient plus au niveau de la prostitution de rue, euh, plus de prostitution de rue, plus en situation d'itinérance, qui consommaient en fait des stimulants pour survivre à la nuit qui s'en venait, parce qu'elles n'avaient pas nécessairement d'endroit sécuritaire pour dormir. Donc, elles ne voulaient pas dormir. Et pour résister en fait à ce sommeil-là,
consommaient des stimulants pour pouvoir rester vigilante, pour garder sa sécurité, que ce soit de dormir dans un appartement où elle ne fait pas confiance aux gens, donc elle prend des stimulants pour ne pas s'endormir sur le divan, ou si elle est complètement à la rue, dehors, ben, vaut mieux marcher toute la nuit et être éveillé que aller dormir dans un endroit peu sécuritaire. Donc, certaines femmes vont avoir consommé énormément d'amphétamines ou de speed pour pouvoir survivre à la rue ou à la prostitution de rue aussi. Au niveau de l'exploitation sexuelle, il ne faut pas oublier que la majorité des femmes qui entrent dans ce milieu-là, les premiers pas faits dans ce milieu-là, vont avoir 14 ou 15 ans. Donc, c'est un âge très bas. Et généralement, parfois, il y a aussi consommation autour de ce milieu-là. Alors, on peut présumer, en fait, qu'un contact aussi rapide aussi auprès de jeunes femmes qui vivent la violence, c'est un peu comme un duo. Certaines vont entrer dans le milieu et n'auront jamais consommé ni de drogue ni d'alcool, mais en étant dans ce milieu-là, vont commencer à faire leur première expérience. Certaines vont avoir déjà consommé et vont y entrer et souvent la consommation va augmenter. La proximité du milieu est un facteur d'entrée qui est nommé aussi par les femmes. La famille, une amie étant déjà dans le milieu, l'amoureux. Donc, ces personnes de référence-là souvent consomment et seront les premiers initiateurs en fait de la consommation. L'alcool, en fait, est souvent utilisé pour diminuer la gêne, enlever les inhibitions. Donc, les jeunes femmes ou les jeunes adolescentes sont amenées souvent dans des parties, dans certains bars aussi de danseuses, et on utilisera l'alcool pour la dégainer et tenter de faire les premiers pas sur le stage de danseuse pour un peu la dégainer puis la rendre plus à l'aise et ensuite l'amener à porter des actions qu'elle ne désire pas nécessairement, mais sous l'effet de l'alcool. Je vais l'expliquer. Il ne faut pas oublier aussi que le contrôle de la consommation est souvent utilisé par certains proxénètes. Donc, autant au niveau du leurre, au niveau où ce que le proxénète va être souvent le vendeur de drogue de certaines femmes. Donc, le recrutement qui se fait par je te donne de la drogue pendant un certain temps et oups, à un moment donné, tu nous dois de l'argent, donc je te propose de faire des clients pour pouvoir me rembourser. Est une façon là, de recruter les femmes par la consommation. Certains autres proxénètes vont aussi là, utiliser la drogue et l'alcool pour enlever les inhibitions, mais ensuite va contrôler la consommation de la femme pour satisfaire les demandes des clients. Donc, elle ne pourra pas consommer autant qu'elle le souhaite pour bien paraître devant le client. Et c'est une façon encore de contrôler la femme. Comme je disais, les proxénètes, c'est souvent les amoureux, mais aussi les vendeurs de drogue dans le milieu de la prostitution et des femmes qui sont dans ce milieu-là. Au niveau de l'intervention, en fait, j'aimerais nommer que il faut absolument en fait développer, je pense que c'est tout ensemble qu'on va pouvoir le faire, mais développer des interventions qui vont être spécifiques aux femmes en toxicomanie et spécifiques aux femmes qui ont un vécu en lien avec l'exploitation sexuelle. Présentement, au Québec, il y a très peu
de centres de toxicomanie qui sont seulement destinés aux femmes et leurs interventions parfois ne sont pas nécessairement adéquates. Les femmes nous ont rapporté en Estrie la difficulté la plus grande, en fait, était de faire un cheminement au niveau de la toxicomanie parce que dans les centres, ils sont majoritairement mixtes. Il y a toujours plus d'hommes que de femmes. Elles sont marginalisées par le fait qu'elles ont été dans la prostitution. Certains recruteurs, en fait, se retrouvent aussi dans ces milieux-là. Et elles sont encore sollicitées, en fait, à faire de la prostitution à l'intérieur des centres de toxicomanie. C'est déjà une difficulté majeure qui est nommée. En plus de ça, les difficultés qui sont nommées, c'est de partager, c'est souvent des centres où on partage en grand groupe. On partage un vécu de violence sexuelle dans un groupe, c'est une difficulté pour plusieurs, et dans un groupe mixte, c'est encore plus une difficulté. Donc, il y a très peu d'alternatives qui existent présentement pour les femmes en général et particulièrement les femmes qui ont un vécu dans la prostitution. Je crois beaucoup à l'intervention féministe et je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui s'est fait en intervention féministe au niveau de la santé mentale des femmes qu'on peut copier, en fait, avec la toxicomanie. Donc, les principes de base de suivre le rythme de la personne, de ne pas juger, de ne pas faire de sujet tabou non plus au niveau de la consommation, d'en parler avec elle et de démystifier avec elle aussi les stéréotypes sexistes qui existent dans notre société est tout à fait adéquat auprès des femmes qui consomment, de ne pas prôner l'abstinence. En fait, certaines femmes vont avoir une consommation pendant un certain temps, un trouble de consommation de l'usage, mais réussira à diminuer ou à éliminer certaines consommations de certaines drogues qui étaient plus nuisibles dans leur vie, mais gardera peut-être une consommation moins à risque, en fait, de d'autres drogues. Tout dépend des personnes. Et il n'est pas rare que certaines personnes, par contre, doivent totalement arrêter la consommation et viser l'abstinence. La consommation, tout comme la violence conjugale, tout comme la sortie de la prostitution, sont des allers-retours. On ne peut pas, c'est rare qu'une personne ne fera zéro rechute durant son arrêt, son abstinence ou sa diminution de consommation. Cela c'est ponctué d'aller-retour et ça peut dépendre aussi beaucoup du contexte dans lequel la femme vit. Entre autres, il est nommé qu'une des différences majeures entre les hommes et les femmes au niveau de l'arrêt d'une consommation problématique, c'est que, entre autres, les hommes, un des facteurs motivants un arrêt ou une diminution, c'est que la famille ou le couple va demander une diminution de consommation. Par contre, au niveau des femmes, elles se retrouvent avec souvent des hommes qui consomment et qui ne désirent pas arrêter. Et parfois dans des situations de violence et de proxénétisme qui va la contraindre en fait à poursuivre sa consommation. Donc, il faut y aller à son rythme et l'accompagner. Je crois qu'on peut réfléchir à certaines règles de tolérance un peu plus là, dans nos milieux, sans nécessairement tout accepter. Je pense que c'est important la sécurité de tout le monde dans un milieu de vie, dans un centre d'hébergement aussi. Par contre, on peut probablement réfléchir à avoir des zones de tolérance ou des exceptions parfois aussi qu'on fait à nos règles, que parfois pour la sécurité de certaines femmes, on va dépasser certaines règles qu'on s'est mis pour
mieux adapter après nos services aux femmes qui ont un vécu de violence et qui vont consommer. La réduction des méfaits, je viens tout juste en fait de l'expliquer. Ce n'est pas simplement de donner des condoms, de sensibiliser, mais c'est aussi parfois d'accompagner une personne à diminuer sa consommation, à éliminer la consommation qui est de choix et qui va être la plus problématique, et parfois d'accompagner les gens aussi à un arrêt total de consommer. Ouais, ok, je pense que tout ça est dit. Il y a beaucoup plus de ressources qui existent. Par contre, il y a aussi beaucoup de centres de thérapie et ça, c'est une difficulté en fait pour plusieurs intervenants de bien référer dans des centres de thérapie parce qu'il existe encore énormément de centres qui sont basés sur la confrontation, qui sont pas nécessairement bien adaptés. C'est important de vraiment bien connaître le centre si vous voulez référer dans un centre et particulièrement connaître des intervenants poteaux, en fait, pour que la femme soit vraiment entre bonnes mains. Euh, donc, moi, comme ça change souvent, je n'ai pas de centre précis à référer, et même en Estrie. Donc, souvent, je vais visiter avec la femme, apprendre à connaître le centre avec la personne qui veut y aller et tenter justement de l'accompagner si elle veut quitter ce centre-là pour diverses raisons. Euh, il y a le groupe Cumulus qui existe à Montréal qui travaille plus auprès des adolescents, adolescentes. Par contre, il y a une travailleuse qui travaille sur des formations justement d'intersectionnalité au niveau de la santé mentale, de la toxicomanie et de l'itinérance qui là, je ne sais plus exactement quel organisme là, des maisons des femmes violentées qui s'occupe de ce projet-là, mais qui peut être une source de référence. Il y a un organisme qui s'appelle Elixir, ça c'est à Sherbrooke, mais qui peut être aussi de référence. C'est le seul organisme en fait qui travaille en réduction des méfaits et en intervention féministe sur la consommation psychoactive, sur la consommation psychoactive, sur la consommation des substances psychoactives. Donc, c'est une source de référence aussi. Il n'y en existe pas d'autres au Québec. Et les centres de réadaptation en dépendance qu'il y a dans chaque région, en fait, qui va accompagner les gens, soit dans une diminution ou dans un arrêt de consommation, et qui ont divers services, soit d'intervention individuelle, de groupe, à l'externe comme à l'interne. Souvent aussi, ils ont accès à des services médicaux pour des médecins et des infirmières qui sont sur place. Le GRIP Montréal est une source de référence au niveau des connaissances des substances, de leur effet, des nouvelles drogues, entre guillemets. D'ailleurs, nouvelles drogues, juste un petit mot sur ça. Il existe des nouvelles drogues, mais on va appeler ça des drogues synthétiques qui sont faites en laboratoire pour contourner la loi. En fait, ils vont modifier des molécules, mais c'est tout le temps des drogues qui vont se faire une référence dans les 3 groupes que je vous ai nommés. Donc, ils vont calquer les effets des stimulants, des dépresseurs, etc. Et parfois, on a l'impression qu'il y a des nouvelles drogues parce qu'il y a des nouveaux termes. Donc, des langages différents selon les régions, selon la rue et selon les générations aussi. Comme par exemple l'ecstasy. Dans les années 90-2000, on appelait ça ecstasy. Maintenant, c'est la MDMA ou de la Molly, mais c'est la même drogue. Donc, des fois, on a l'impression qu'il y a plusieurs nouvelles drogues, mais c'est une idée populaire qui n'est pas tout à fait juste. J'arrive à la fin. Je vous ai mis des références aussi. Donc, il y a certaines références que je vous ai mis ici qui parlent de toxicomanie au féminin et des enquêtes aussi qu'il y a
qu'il y a eu sur la consommation des femmes, les tendances entre les sexes. Donc, ça peut être intéressant là, de s'y référer. Donc, moi, ça j'arrive à la fin. Je pense que là, c'est le temps des questions. Ah, tiens donc. Continuons le débat. Parfait. En effet, merci Marie-Michel, c'était super intéressant. Comme on n'a pas beaucoup de temps, je ne vais pas prendre le temps de faire un résumé. Donc, je laisserai la place pour que vous puissiez poser vos questions à Marie-Michel et donner l'occasion de répondre à vos questions si jamais vous en avez. Est-ce que quelqu'un te lance? Alors, c'était super clair, Marie-Michel, c'est bravo. En attendant, je vais vous mettre aussi l'évaluation comme vous savez. Il y a toujours une petite évaluation qui permet d'améliorer, etc. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il y a quelqu'une qui a des questions par rapport aux substances elles-mêmes, comme Michel a présenté? Elle a fait quand même un survol sur l'intervention. Lin Jian qui dit merci pour cette présentation. Isabelle dit Bingouette pour ta présentation, Marie-Michel. Donc, ça va. Mais est-ce qu'il y a des aspects que vous auriez souhaité que Marie-Michel aborde? Vous étiez sur votre fin? Vous avez encore une quinzaine de minutes, hein? Sinon, on va lui demander de continuer, hein? Bon, il y a Karine côté qui dit oui, j'aurais une question. Alors, on t'attend, Karine. Est-ce que tu utilises ton micro ou ça va, tu vas écrire, clavarder? Donc, en attendant Karine, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent commencer à écrire leurs questions? Pour Marie-Michel, elle a quand même touché le volet des substances elles-mêmes, un volet un peu plus sur l'intervention, un volet également par rapport au lien entre quand même consommation et prostitution. Et donc, il y a quand même beaucoup de choses dans un court laps de temps. Je suis sûre qu'elle aurait aimé pouvoir s'étendre un peu plus, n'est-ce pas, Marie-Michel? Est-ce qu'elle a déjà son micro, Marie-Michel? Son casque, Marie-Michel? Comment? Ouais, c'est encore là. Bon, il y a la, il y a la question de Karine qui dit, je me demandais si vous accepteriez de nous partager votre position quant à la légalisation de la marijuana au Canada. Quelle est votre impression sur le terrain aussi? Ah, oui, c'est une longue question. Si je faisais confiance plus au gouvernement, je ne verrais peu de problématiques parce qu'il y aurait autant d'investissements dans la prévention et dans les centres, entre autres aussi des services pour les gens qui développent des dépendances. Mais si on regarde la réalité présentement, il n'y a aucun investissement qui se fait dans les services aux personnes qui ont développé un trouble de consommation. Euh, et pourtant, l'alcool est une source lucrative, entre autres, là, au Québec. Mais on retrouve très, très peu de services, en fait, adéquats. Donc, je suis craintive, mais par contre, j'ai pas, j'essaye de lire encore puis de m'approprier ce sujet-là mieux, mais je ne suis pas non plus totalement contre. En fait, je pense qu'il peut y avoir des points positifs à légiférer cette drogue qui est aussi très consommée par la population en général. Voilà, merci. Il y a de l'Outaouais une question qui dit merci Marie-Michel.
C'est pas une question, c'est un commentaire. Tout cela est un grand défi, une intervention. Alors, toutes les infos sont utiles et pertinentes. Alors, Karine qui dit merci pour ta réponse. Il y a Claudia Bouchard qui dit merci beaucoup Marie-Michel. J'ai une demande assez précise. Je parlais à une intervenante hier qui cherchait à trouver des sources d'informations sur la santé physique des femmes dans le milieu de la prostitution et qui ont des troubles de consommation. Aurais-tu par hasard des références à ce sujet? Ouais, ben, je peux chercher là, rapidement, précisément sur la santé physique. Je je peux je vais chercher, en fait, je vais regarder parce qu'il y a beaucoup, là, les douleurs chroniques qui sont nommées, en tout cas, là, que les femmes que je rencontre. Je vais vérifier, mais je pense qu'il y a très peu d'informations aussi précises que ça. Mais les douleurs chroniques sont quelque chose qui sont nommées par plusieurs femmes qui consomment et qui ont vécu des violences en général. Mais je vais vérifier, je te reviens là-dessus. Oui, c'est intéressant comme question parce qu'en fait, les femmes qu'on reçoit ici aussi à la clé, même quand elles ne consomment pas, mais qui sont dans l'activité prostitutionnelle, généralement parlent de douleurs chroniques, comme vous venez de dire, de fibromyalgie, d'autres formes de douleurs physiques. Et peut-être qu'il y a un lien, peut-être que le fait de consommer peut exacerber. Ce serait vraiment intéressant. Alors, je vous encourage à mettre tout ça sur l'espace vie après, pour que tout le monde puisse y avoir accès. Merci. Il y a Claudia qui continue à dire OK, merci beaucoup. C'est mon constat. Très peu d'infos, malheureusement, qui sont documentées. En effet. Il y aurait d'autres questions? Il nous reste 10 belles minutes, sinon je demande à Marie-Michel de continuer. Je plaisante un peu. Donc, voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres trucs que vous aimeriez peut-être savoir? Ben, sinon, ben, on va peut-être se libérer les unes et les autres. Mais ce serait dommage puisque de ne pas profiter de ces 10 minutes pour creuser et poser d'autres questions. Allez. Bon, voyons. On va encore donner 2 minutes. Ah, il y a Karine Côté qui est encore. Bon, on attend le temps qu'elle écrive la question. Mais par contre, entre-temps, Marie-Michel t'a parlé un peu de la différence entre la nouvelle approche du fait qu'on parle plus de dépendance et qu'on parle plus de troubles par rapport à l'usage. Mais moi, j'ai pas trop saisi c'était quoi vraiment la différence. Pour moi, est-ce que c'est simplement une question de sémantique ou c'est la même chose? En fait, il y a eu des changements au niveau des critères. Avant, Mhm, on trouvait un critère qui concernait les problèmes au niveau judiciaire. mhm, Ce critère-là a été éliminé et c'est entre autres une bonne chose pour les femmes parce que parfois elles sont judiciarisées, mais pas nécessairement ok, à cause de consommation. Euh, donc, ils mhm, ont éliminé certains critères et il y a un truc plus sémantique qui est plus. Ils ont fusionné abus et dépendance parce que tu peux peut-être consommer pendant une semaine durant toute ton année, mais quand même avoir un trouble de consommation. Parce que cette semaine-là, tu as dépensé tout l'argent, tu es devenu violent, bon, parce que cette semaine-là, elle a eu plusieurs conséquences négatives sur ta vie. Donc, ça peut être autant problématique qu'une personne qui consomme de façon régulière ou quotidienne. ok. Merci. Mais entre-temps, il y a deux, je vais laisser la place aux participants. Il y a deux questions. Il y a Karine Côté qui demande quelles seraient selon vous les différences au niveau de l'intervention lorsqu'une personne est dans la prostitution ou non? Et il y a Claudia qui demande, est-ce que tu veux que je te donne les deux questions en même temps? Comme ça, tu pourrais aiguiller ta réponse.
Selon toi, y a-t-il des avenues possibles pour le développement de ressources spécifiques toxicoprostaux ou mieux que l'on puisse faire, qu'on puisse former les intervenants des ressources existantes? Alors, il y a deux questions. Quels seraient, selon toi, les différents niveaux, la différence au niveau de l'intervention lorsqu'une personne est dans la prostitution ou non au niveau de la toxico? Est-ce que ça influe l'intervention? Et Claudia qui demande, y a-t-il des avenues pour qu'on puisse développer des ressources spécifiques toxico-postaux ou est-ce que ce serait mieux de former les intervenants des ressources existantes? Voilà. Pour la première question, en fait, pour les femmes qui sont encore dans le milieu de la prostitution, je crois qu'il y a besoin d'un accompagnement plus assidu et plus quotidien parce que leur situation peut changer du jour au lendemain selon les violences vécues et sont plus en mode de survie. Donc, c'est vraiment d'être présent et d'être là dans des situations de crise, puis de sécuriser le plus possible le milieu de la femme. Le après, en fait, lorsqu'il y a une sortie du milieu, c'est de travailler peut-être si la femme est prête et à son rythme aussi, parce que c'est pas, moi je dis ça souvent, là, sortir du milieu de la prostitution et arrêter de consommer, c'est un choc. C'est se reconnecter à des sensations qu'on n'a peut-être pas vécues pendant des années. C'est reprendre contact aussi avec certaines émotions et conscience des conséquences. C'est une prise de conscience des conséquences qu'on a à sa sortie-là. Donc, au rythme de la femme, ça va être de travailler les conséquences de la consommation et des violences vécues. Donc, il y a quand même une différence des besoins des femmes qui sont dans le milieu et de celles qui sont sorties du milieu. Pour la question de Claudia, tu as des questions pointues. Euh, je ne sais pas parce que au niveau du financement, c'est pas facile. Je je pense qu'il faut former. Je pense qu'on est mieux de miser sur la formation des gens qui sont déjà présents, donc que ça soit dans dans les CALAX, dans les centres d'hébergement à la clé, dans les milieux où ce que les femmes qui ont un lien avec l'exploitation sexuelle vont se retrouver et tenter de former aussi et de sensibiliser les centres de toxicomanie à l'importance d'avoir des moments et des groupes non mixtes, en fait, et de considérer qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes dans la consommation. Il y a un centre en Estrie qui commence à expérimenter d'avoir des avant-midi destinés pour les femmes, en fait. Et ça fait peut-être 3 ou 4 mois qu'il l'expérimente et déjà, il constate une plus grande solidarité entre les femmes qu'ils n'avaient pas avant, qui étaient en compétition ou qui avaient des conflits, généralement entre les femmes qui étaient hébergées dans ce centre-là. Donc là, il y a une solidarité et cette solidarité-là sécurise en fait les femmes et poursuivent leur traitement en fait plus longuement. Euh, est-ce que ce programme-là va se continuer? Ça dépend beaucoup des intervenants sur place et de la continuité. Mais on dirait que je doute qu'il va y avoir du financement. Je pense que si on a l'occasion d'avoir du financement pour développer des services en toxico, ça serait le meilleur choix, là. Merci beaucoup, Claudia Ctélie. Merci pour ta réponse très intéressante, les exemples. En effet, très très intéressant. Ben, il reste plus que 3 minutes. Donc, à moins est-ce qu'il y a une autre personne qui a une autre question, je vous donne la priorité de pouvoir poser la question. Sinon, je vais peut-être permettre à, à Marie-Michel de dire le mot de la fin. Comme il semble ne pas y avoir de questions,
Michel, est-ce que tu veux faire un petit mot de la fin? Merci. Bon, merci. Bon, moi, j'aurais peut-être une dernière chose. Il y a Corinne Benzo qui dit un grand merci pour la présentation. Est-ce qu'il y aurait lieu d'avoir une suite à cette présentation? Ben oui, mais en fait, c'est un peu en construction. Donc, si vous avez, ben moi, c'est ça, là, tout commentaire et question vont m'aider à approfondir et donner peut-être là, une autre formation ou introduction à une formation au niveau de l'intervention et des besoins spécifiques des femmes qui ont un vécu dans la prostitution. Donc, je vous encourage à vraiment donner le plus de commentaires possible pour que je puisse peut-être en faire un autre là, juste après, au printemps prochain. Donc, Ah, merci, je prends ça pour déjà qu'on aura une suite, ou un acquis qu'on aura une suite au printemps par rapport plus centré sur l'intervention. Alors, un petit sondage viendra peut-être vous trouver en ce sens, pour que vous puissiez alimenter Marie-Michel sur ce que vous souhaiteriez de manière plus pointue et savoir en lien avec l'intervention et par rapport aux besoins spécifiques des femmes en prostitution. Alors, je remercie tout le monde d'avoir été là, d'avoir participé. Et je remercie encore Marie-Michel pour ce webinaire super bien et très instructif. Donc, en espérant que vous serez là pour les suites et que vous auriez répondu aussi à toute évaluation qui nous permet d'améliorer la chose à chaque fois. Donc, voilà, je vous remercie et puis à la prochaine. Bon, merci encore Marie-Michel.